Rendez-vous de l'information, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre site et notre application Radio J. Vous pouvez également nous suivre en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce lundi 6 juillet, l'épidémie du coronavirus qui s'accélère en Israël. Le cabinet Corona doit annoncer de nouvelles mesures dans la journée. On écoutera l'analyse de Pascal Sunshine. Autre titre de cette édition, le test réussi du satellite OFEC 16, un lancement qui s'inscrit dans le cadre de la lutte entre Israël et l'Iran qui s'est encore durci ces derniers jours. Vous retrouverez également dans cette édition le nouvel élu chasse à la Knesset. Il s'appelle Yossi Tayeb et c'est le premier député israélien né en France. Il nous racontera son parcours. On fera également le point dans cette édition sur le remaniement qui se profile en France. Il doit être dévoilé en fin de journée. Gabriel Attal nous en dira plus. Radio J. Mais on démarre cette édition avec le Covid-19 en Israël. L'épidémie poursuit sa course dans le pays et les autorités semblent en avoir perdu le contrôle. 814 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le dernier bilan du ministère de la Santé ce matin. Reste à savoir désormais quelle sera la solution vers laquelle se tournera le gouvernement. Nous sommes à un doigt d'un reconfinement total, a prévenu tout à l'heure le Premier ministre Benyamin Netanyahou au cours d'une réunion de la commission spéciale de la Knesset consacrée à la lutte contre le coronavirus. Les ministères de la Santé et de l'Économie s'opposent ces derniers jours sur les nouvelles mesures à prendre pour briser les chaînes de contamination. L'accès aux restaurants, aux cafés ou encore aux synagogues devrait être encore limité dans les prochaines heures. En Israël, les cas de Covid-19 ont doublé en une semaine. Des mesures supplémentaires pourraient donc encore être décidées dans la journée, mais pour les experts sanitaires, c'est une révision en profondeur de tout le dispositif de lutte contre l'épidémie qui est la véritable urgence. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Cette fois, il semble bien que la prise de conscience ait eu lieu. Cette deuxième vague épidémique est bien plus grave et plus dangereuse que la première, a reconnu dimanche le vice-ministre israélien de la Santé. Yoav Kish a d'ailleurs comparé la première à la victoire de la guerre des 6 jours, tandis que selon lui, la seconde ressemble plus à la guerre d'attrition, conflit larvé mais permanent qui opposa Israël aux pays voisins entre 70 et 73. Maintenant, la question est de savoir comment enrayer cette nouvelle offensive du Covid-19, le groupe d'experts auprès du Conseil de sécurité nationale israélien recommande de transférer la gestion de la crise sanitaire des services du ministère de la Santé à ceux de Tsahal. Pour ces experts, les fonctionnaires du ministère de la Santé sont totalement dépassés et impuissants à répondre à la gravité de la crise. Lenteur, manque de coordination et d'effectifs, inadaptation aux situations d'urgence nationale font partie des reproches adressés par les experts du Conseil de sécurité nationale, l'organe chargé des affaires stratégiques auprès du Premier ministre. Ils estiment en revanche que Tsahal est mieux équipé et mieux formé à ce type de crise, comme le prouve d'ailleurs le bilan de son action durant la première vague épidémique du printemps. À l'époque, le centre de commandement placé sous le contrôle de l'armée avait centralisé les opérations, permettant la réaction rapide et efficace qui avait permis d'enrayer la progression du virus. En réactivant ce dispositif, on faciliterait l'analyse et la prise de décision nécessaires. L'idée serait donc de laisser au ministère de la Santé un rôle consultatif, mais de donner la compétence de décision à l'échelon militaire, car il faut à la fois gérer et coordonner les informations quotidiennes sur l'évolution du virus, l'enquête épidémiologique, le dispositif de confinement, mais aussi les achats de matériel et de médicaments, et les instructions aux différents acteurs de la santé publique, à la police et au commandement de la défense civile de Tsahal. Si le Conseil de sécurité nationale se fait aussi pressant, c'est que les différentes projections à court terme sont alarmantes. Sans des mesures rapides en vue d'aplanir la courbe, le nombre de cas aura doublé d'ici une semaine et le fait que le nombre de malades en réanimation reste stable, ainsi d'ailleurs que la mortalité ne doit pas faire illusion. Il en va de même pour le nombre de porteurs asymptomatiques. Les médecins ont heureusement progressé dans leur traitement du virus depuis son apparition et ne placent les malades graves en réanimation qu'en dernier ressort. Mais parallèlement, le nombre de cas graves continue à progresser avec le risque d'arriver d'ici quelques semaines à la saturation des hôpitaux si l'on n'agit pas rapidement. Il est clair que personne ne veut revenir au confinement général de mars-avril, car on en connaît aussi le coût social et économique. Pour éviter à l'économie nationale de s'effondrer, il faut donc agir maintenant. Les Israéliens comprennent dans leur large majorité que
le danger est réel et la crise grave. Pour couper les chaînes de contamination, ils devront redoubler de discipline et renoncer une nouvelle fois aux grands rassemblements familiaux et sociaux. Mais pour le reste, c'est aux autorités à agir si Israël ne veut pas être relégué sur la liste rouge des pays à risque, ni affronter une vague épidémique qui fera regretter celle du mois de mars. Pascal Zonshine à Jérusalem. Depuis jeudi, la question est sur toutes les lèvres. Qui est à l'origine de l'explosion intervenue ce jour-là sur le site de Natanz où sont installées des centrifugeuses iraniennes de nouvelle génération? Les autorités de la République islamique ont d'abord évoqué un accident, mais hier, le New York Times citait dans un article un responsable des services de renseignement du Moyen-Orient pour qui le doute n'est pas permis. C'est bien l'État hébreu qui a frappé ce bâtiment stratégique dans le développement du programme nucléaire iranien. Hier toujours, le porte-parole de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a indiqué que l'explosion de cette centrale pourrait ralentir de façon conséquente la production de centrifugeuses nucléaires. Et dans son texte, Gabriel Attal, Israël a annoncé avoir lancé un nouveau satellite de reconnaissance OFEC 7 ce matin à 4h, heure locale. Peu de temps après le lancement, le ministère de la Défense a déclaré qu'OFEC 16 transmettait déjà des données et commençait à orbiter autour de la Terre. Il a également indiqué que des ingénieurs du ministère et de la société d'État Israel Aerospace Industries effectuaient des tests avant qu'il ne commence ses activités opérationnelles complètes. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a qualifié le lancement de réalisation extraordinaire. La supériorité technologique et les capacités de renseignement sont essentielles à la sécurité de l'État d'Israël, a ajouté le leader de l'Alliance Bleu-Blanc. Outre Tzahal, Gabriel, le Mossad est en première ligne dans cette guerre contre l'Iran. Benyamin Netanyahou a d'ailleurs prolongé de 6 mois le mandat du chef de l'agence de renseignement extérieur israélien, Yossi Cohen. Oui, Steve, le Premier ministre israélien a fait ce choix en raison des problèmes de sécurité actuels auquel est confronté Israël. En janvier prochain, Yossi Cohen entamera sa 6e année à ce poste. Il est considéré comme un proche conseiller et confident de Benyamin Netanyahou, qui l'a nommé à la tête du Mossad en janvier 2016 pour succéder à Tamir Pardo. Selon Chanel 12, la décision du chef du gouvernement aurait violé l'accord de coalition avec le chef de file de Bleu-Blanc, Benny Gantz, qui prévoit pour ce dernier un droit de veto concernant les nominations à des postes élevés. Radio J, il est 14h09, c'est la suite du journal. Steve Nadjar. Et on continue à parler des affaires militaires en Israël. Tzahal a lancé plusieurs raids à Gaza hier soir en frappant des installations du Hamas, Gabriel. Plus tôt dans la soirée, le Dôme de Fer avait intercepté une roquette tirée depuis l'enclave côtière vers Israël. Un peu plus tôt, 2 missiles s'étaient également écrasés en territoire israélien dans des terrains vagues. Attaques qui n'ont fait ni blessés ni dégâts puisque les missiles ont atterri dans un terrain vague. Le nombre d'attaques à la roquette s'est multiplié ces derniers jours. La semaine dernière, le djihad islamique avait lancé une vingtaine de roquettes en mer Méditerranée. Une menace claire à destination des autorités israéliennes. Et dans ce contexte, Gabriel, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a déclaré ce matin qu'Israël n'étendra pas sa souveraineté à certaines parties de la Judée-Samarie dans les prochains jours. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour aujourd'hui ou demain, a ajouté l'ancien chef d'état-major à la radio Canbet. À la question de savoir si le plan de souveraineté était totalement annulé, Gabi Ashkenazi a répondu « Je ne sais pas, mais je peux dire que le ministère des Affaires étrangères prépare des évaluations diplomatiques et le ministère de la Défense prépare des évaluations de sécurité. Elle a de profondes ramifications. » Gabi Ashkenazi a ajouté qu'il avait discuté avec plus de 30 de ses homologues, la plupart en Europe. Autre son de cloche dans ce gouvernement, celui de Benny Gantz, en déplacement dans le désert du Negev, dans la région de Lakia. Le Premier ministre suppléant et ministre de la Défense israélien a déclaré qu'il voyait l'importance d'annexer ces parties de Judée-Samarie, Gabriel. Le ministre de la Défense a ajouté qu'il croyait à la nécessité de vivre en paix avec les Palestiniens. La question de l'installation juive en Judée-Samarie est importante, a déclaré l'ancien chef d'état-major, mais la bonne formule doit être trouvée pour nous y conduire. Merci Gabriel, 14h et presque 11 minutes, on marque une courte page publicitaire et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. Radio J, il est 14h11, c'est la suite du journal magazine. Steve Nadjar reçoit le député israélien Yossi Tayeb. Yossi Tayeb. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes député du parti Chasse et vous avez prêté serment jeudi dernier à la Knesset. Et ce fut un événement. C'est la première fois qu'un homme né en France accède à la députation en Israël. Vous avez seulement 39 ans. Quel est votre parcours pour arriver jusqu'à la Knesset aujourd'hui ? Tout d'abord, je suis monté en Israël en 96. J'ai fait mon service militaire par la suite. J'ai étudié à la Yeshiva de Mir.
Et je suis rentré faire mes études rabbiniques au sein du Collège du Grand Rabbin d'Israël. Et par la suite, j'ai pris mes fonctions au sein de la communauté de Toulouse, où j'y étais pendant 2 ans et demi. Et quand je suis revenu en Israël en 2008, j'ai pris mes fonctions au sein de la fondation Wolfson, du département francophone au sein de la fondation, où on a créé des projets éducatifs pour l'intégration des Olim de France qui arrivent en Israël, un projet qui s'appelle Shlavim Ba'aliyah. Il y a un mouvement de jeunesse qui a été mis ensuite en place il y a quelques années, qui s'appelle Yardav, pour donner justement ce répondant et les points de repère à ces jeunes Olim qui arrivent en France. J'ai été nommé par la suite, il y a de ça un an et demi à peu près, adjoint au maire à Kiryat Yearim, là où j'habite. Et de là, après, j'ai été mis sur les listes législatives du parti Chasse en tant que représentant francophone en Israël. Donc, comme vous l'avez indiqué, j'ai prêté serment mercredi dernier à 4 heures. J'ai pris mes fonctions. Aujourd'hui, ce matin, j'ai participé au premier comité de Aliyah et de Klita au sein de la Knesset. Et on va commencer. Donc c'est la commission parlementaire pour l'immigration et l'intégration. Tout à fait. Est-ce que vous indiquiez que vous êtes, en tout cas que vous vous présentez comme le représentant des franco-israéliens. Est-ce que vous considérez que la question de la reconnaissance des équivalences des diplômes demeure une priorité pour les personnes qui ont ou qui vont bientôt faire leur allié en Israël ? On en a parlé ce matin au sein du comité, de la commission, et c'est en effet un des points essentiels et principaux sur lequel on va mettre l'accent pour pouvoir arriver à des reconnaissances de diplômes au plus vite possible, que ce soit au niveau des infirmières, etc. Très bien, merci beaucoup Yossi Taïeb d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour votre nouveau parcours à la Knesset. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Un entretien enregistré il y a un peu moins d'1 heure. En France, jour J pour le remaniement. Comme de coutume, de nombreux noms circulent en vue de ce grand jeu de chaises musicales, Gabriel. Oui, Steve, parmi les quasi-certitudes, les départs de Nicole Belloubet de la Justice et de Franck Riester de la Culture. Christophe Castaner restera à son poste de ministre de l'Intérieur. On va mettre du conditionnel. Rester à son poste de ministre de l'Intérieur. Roselyne Bachelot est pressentie, ou en tout cas citée au ministère de la Culture, en remplacement de Franck Riester. Donc, on parle également de Jean-Louis Borloo et de Claude Bartolone, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On parle également de Ségolène Royal, son nom a circulé. Valérie Rabault était l'invitée de Frédéric Azia hier dans le Forum Radio J. La députée PS du Tarn-et-Garonne a affirmé avoir été contactée pour entrer au gouvernement, mais que sa réponse était non. De toute façon, la réponse est non. Voilà. Et on vous a contacté ? De toute façon, la réponse est non. Donc vous leur avez dit non ? J'ai dit non. De toute façon, la réponse est non. Vous avez dit non, donc on vous a bien contacté. J'ai dit non et la réponse est non. Si le président de la République souhaite se situer dans une union nationale, il fallait qu'il engage une démarche autre, c'est-à-dire et encore, je suis pas sûr que ça aurait marché. Ouais. Mais ce que j'observe, c'est que la seule fois dans notre histoire où ça a fonctionné, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en ayant un spectre très large qui va des communistes aux gaullistes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit et je vois pas en quoi le débauchage peut remplacer une politique. Valérie Rabault hier au Forum Radio J. Gabriel, comment va se dérouler la suite de la journée ? Le nouveau gouvernement français devrait être annoncé entre 17h et 20h aujourd'hui par le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère. Ce midi, Emmanuel Macron et Jean Castex, le nouveau Premier ministre, ont déjeuné ensemble pour finaliser le nouveau gouvernement. Jean Castex recevra à Matignon à 19h ce soir les députés et les sénateurs de la majorité. Merci Gabriel Attal. Ces musiques ont accompagné certains des plus grands films du cinéma du XXe siècle. Le compositeur italien Ennio Morricone est mort à l'âge de 91 ans. Esther Abitbol nous dresse son portrait en musique, bien sûr. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans. Ennio Morricone était un très grand musicien. Il s'est lancé dans la musique dès son plus jeune âge. Pendant toute sa carrière, Morricone a manié à la fois de la musique que l'on qualifie de légère, en passant par du classique, du cinéma et de la télévision. Il a composé plus de 500 œuvres, notamment pour des films mythiques que l'on pourrait qualifier de western. Parmi eux, on retrouve Le Bon, La Brute et Le Truand. Mais aussi, il était une fois en Amérique.
qui, je le rappelle, mêle 2 jeunes truands juifs investis par de fructueux trafics dans le ghetto de New York. Un business qui les a séparés quand l'un des personnages se voit envoyé derrière les barreaux. Je vous laisse écouter un extrait. Ennio Morricone s'est également intéressé à des films d'époque comme Vatel ou 1900, sans oublier les comédies où il a prêté son talent à la cage aux folles. Au-delà de l'aspect musical, c'était un homme discret, mal à l'aise en public, surtout lorsqu'on l'applaudissait, ce qui n'a pas empêché en 2007 d'obtenir un Oscar d'honneur pour sa carrière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 15h, vous retrouverez Gabriel Attal pour le Flash. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.